Rendez-vous le 6 janvier, Youssou Ndour ak Super Étoile. Boubs la wax affaire bu exceptionnelle, la première grande sortie de la star planétaire Youssou Ndour et le Super Étoile au 6S. L'exceptionnel spectacle du Nouvel An, entrée 10 000, VIP 20 000. Ñangay jaayé billet RFM, TFM ak Tchotchosan. Réservation au 76 673 20 20 ou le 76 673 21 21. CD bi soog a génn nag raxas Bercy disponible na TFM, disponible na RFM, disponible na à la fois ci standu King FM 99.4. am dandu yu gas di dox ki nu gas billahi duma lang ak ñoom man maa ni woon Youssou Ndour ak Super Étoile fu mu génnee gën yow Youssou foo génnee gën leen le gëneur ku ne bëgg laa gën te mënu laa gën moo taxit rendez-vous baa ngoog Paris toj Dakar dafay toj par la force ci début d'année 2018 bi le 6 janvier. Le Super Étoile au grand complet xale yi sañse yu fashion yor oto yu fashion ñëw ci soirée bu nara fashion. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Le procès Khalifa Sall encore renvoyé au 23 janvier prochain. Dans ce journal, à suivre les avocats de la défense qui se prononcent sur le renvoi et le choix du juge Malick Lamotte. Idrissa Seck de son côté regrette ce qu'il qualifie de manipulation de la justice sénégalaise. La paire va se doter d'une permanence sur une superficie de 2000 mètres carrés près de l'avenue Cheikh Anta Diop. Le politologue Pape Amadou Fall soutient que le secrétariat exécutif du parti doit communiquer sur la provenance des fonds qui seront utilisés pour la construction. Ce litige foncier à Keur-Baka, les populations de la commune sont descendues dans la rue pour s'opposer au conseil municipal qui a délibéré 100 hectares de terre pour le compte d'un projet d'agrobusiness. Et puis en sport, la Fédération sénégalaise d'athlétisme attend son président. Pendant ce temps, la discipline plongée dans la léthargie. On en parle dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième renvoi du procès Khalifa Sall. L'audience de ce matin renvoyée au 23 janvier prochain pour comparution des témoins, mais aussi permettre aux conseillers du maire de Dakar et co-inculpés d'être tous avisés. Des hommes politiques comme Idrissa Seck étaient présents à l'audience. Il en a profité pour qualifier de manipuler la justice sénégalaise. Mame Biram Diouf Diafaraba y était. Un renvoi pour une régularisation du dossier, notamment, a visé tous les avocats de la défense et la citation des témoins demandés et obtenus par la défense. Le leader de Rewmi, cité parmi les personnalités à devoir témoigner par Khalifa Sall, affiche son soutien au maire de Dakar avec qui il partage Manko Taxawu Sénégal, pointe du doigt le président Macky Sall et parle d'une justice de 2 poids 2 mesures. Un président de la République manipule l'institution judiciaire pour écarter d'une compétition électorale un adversaire redouté. Je pense que le procès d'aujourd'hui est le procès de notre démocratie et le procès d'un président de la République, d'un exécutif qui n'hésite pas à se servir de l'institution judiciaire comme d'une arme contre ses adversaires, tout en étant aussi un moyen de protéger les siens. C'est contre cela que tous les démocrates du pays et du monde entier doivent s'élever. Notre démocratie organise la séparation des pouvoirs et nous nous rendons compte qu'au Sénégal, le président de la République manipule encore la justice. Le tribunal de Dakar a refusé du monde une fois de plus ce mercredi. Proches, amis et parents de Khalifa Sall et co-inculpés se sont signalés. Pour le maire de Dakar, la nouvelle composition du tribunal, le juge Malick Lamotte qui remplace Maguette Diop pour présider l'audience.
laisse planer le doute. C'est un peu douteux, hein, c'est un peu douteux. Un président de cour qui devient assesseur est un peu douteux. Et nous sommes conscients que c'est un procès presque jugé et l'avenir nous édifiera quand même. Mais quand même, nous restons sur nos gardes. Aujourd'hui, la question de fond, c'est que est-ce qu'on peut construire une démocratie lorsque des adversaires politiques sont ciblés de manière aussi flagrante et sont aujourd'hui mis au banc de la société. Je ne pense pas que ce soit ça l'idée que nous faisons de l'état de droit. Le 23 janvier, rendez-vous pour l'audience. Khalifa Sall et co-inculpés seront sûrement élucidés sur leur sort. Rendez-vous donc fixé pour le 23 janvier prochain. Occasion saisie par la défense du maire de Dakar pour se prononcer sur les dossiers, donc sur le renvoi d'abord et sur le choix du juge Malick Lamotte qui se saisit de ce dossier. Ils ont rencontré nos reporters Ibou Diouf et Diafaraba. Affaire Khalifa Sall devant les tribunaux. Le procès du maire de Dakar est loin de connaître son épilogue. Le renvoi de cette affaire est prononcé et les deux parties devront se retrouver le 23 janvier prochain. Ce renvoi, nous l'avons demandé, certes, mais c'est un renvoi du tribunal d'office parce qu'il y a certaines formalités qui n'ont pas été respectées. Raison pour laquelle le tribunal a estimé devoir renvoyer et ne s'est pas à rejeter tous les autres moyens que nous avons demandés. Donc c'est plus un renvoi d'office, à l'instar du premier renvoi qui avait été ordonné dans cette affaire. Après le président Maguette Diop, le juge Malick Lamotte est chargé de juger l'affaire Khalifa Sall, une décision qui n'ébranle pas ses avocats. Le président Lamotte qui se saisit du dossier ou qui est saisi du dossier, quoi qu'il arrive, c'est l'organisation judiciaire du Sénégal. Le président du tribunal, il est le juge de toutes les affaires. Tous les autres juges sont organisés pour se partager le travail. On notre renvoi jusqu'au 23 janvier prochain, occasion de permettre aux avocats de mieux saisir le contenu de ce dossier. Cette demande des avocats de renvoi pour permettre de bien défendre, de bien nous imprégner du dossier, nous trouvons que c'est une demande légitime pour mieux conforter la défense de notre client Khalifa Sall. Ce renvoi, c'est les avocats qui l'ont demandé. C'est nous, les avocats de la défense, qui avons demandé le renvoi pour préparer le dossier. Du moins, la plupart des avocats de la défense l'ont demandé et moi, j'ai donné mon accord sur ce renvoi. Le procès du maire de Dakar continue de défrayer la chronique. Un feuilleton judiciaire qui déjà mobilise la presse nationale et internationale. Le maire de Dakar est attendu à nouveau au palais, l'autre réservé à la justice pour une autre audience. Et puis Bamba Fall répond à Aliou Sall qui accuse la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, d'ingérence. Le maire de la Médina estime que l'édile de Guédiawaye n'a pas de leçon à donner. Je vous propose de l'écouter au micro de Mame Biram Diouf. La question qui me préoccupe, c'est Aliou Sall qui attaque Anne Hidalgo. Nous, maires derrière Khalifa Sall, nous félicitons et encourageons Anne Hidalgo parce que nous, maires, nous sommes en danger et j'en suis une illustration. Aliou Sall, son seul mérite, c'est d'être le frère du président de la République. S'il n'était pas frère de Macky Sall, il ne peut même pas être délégué de quartier. Donc aujourd'hui, je pense que n'eût été l'affectation de Nafingom Keïta, c'est lui qui serait en procès dans le cadre du dossier de Petrotim. Donc Aliou Sall, il n'a qu'à se taire parce que c'est le pire des présidents de l'AMS qui a fini par devenir même, l'AMS est devenu même un clan, un clic. C'est pourquoi il n'y a aucun bilan de l'AMS. Le compte administratif de l'AMS ne sert qu'à payer des hôtels et des voyages. Donc vive la démocratie. Je vous l'annonçais dans les titres, la construction d'une permanence de l'APR sur une surface de 2000 mètres carrés. L'analyste politique Pape Amadou Fall trouve tout à fait normal cette volonté du président de l'APR. Il indique tout de même que les membres du secrétariat exécutif de ce parti devraient communiquer sur la provenance des fonds qui seront utilisés pour la construction. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro d'Aminata Baresso. L'érection d'un siège pour un parti politique est un signe extrêmement fort, c'est un signe de confiance, de maturité également, d'une certaine manière, parce que c'est un creuset rassembleur, le siège que l'on met en place. Cela veut dire aujourd'hui que l'APR sait qu'il peut compter sur beaucoup de militants qui
viendront se retrouver demain dans cette structure pour bien mener la mission qui est impartie à ce parti-là. Je ne connais pas le plan qu'ils ont mis en place ou le programme, en tout cas, qui va être déroulé, mais en tout état de cause, il faudra bien communiquer autour de cela. Nous sommes à 13 mois de l'élection présidentielle de 2019. Si la communication qui est faite autour de ce siège n'est pas très bonne, comme vous le dites, les Sénégalais se diront, ils en profitent. C'est une mauvaise communication. C'est pourquoi je pense que dans les prochains jours, certainement, les responsables de l'APR vont édifier les Sénégalais sur leur démarche de manière générale. Concernant la construction de ce nouveau siège, si certains pensent que c'est du gaspillage, d'autres le trouvent légitime pour un parti au pouvoir. C'est l'avis de quelques Sénégalais dans ce micro-trottoir signé Boucar Ndour et Pape Sangoné Mbaye. S'il utilise son argent pour construire une maison du parti, APR, je pense qu'il en a le droit. Chacun peut dépenser son argent tant que ça ne gêne pas la tranquillité des autres. Par contre, ce qui me gêne dans l'affaire, c'est qu'en fait, je ne sais pas si c'est une priorité aujourd'hui, parce que je pense que d'autres partis ont construit des maisons. Aujourd'hui, on voit que ça n'a pas changé grand-chose, ni dans la constitution, ni dans le déroulement des activités du parti en tant que tel. Et à côté de cela, je pense qu'aujourd'hui, avoir un lieu où les gens peuvent se rencontrer, parler du parti, pour moi c'est légitime. Les prédécesseurs du président sont tous passés par là. C'est tout à fait normal. Tous les autres l'ont fait d'ailleurs. Mais je peux vous dire que le président travaille. Vous savez, ça n'est pas facile de gouverner le Sénégal. Les gens ne réalisent jamais ce que vous faites. Ils ne pensent qu'à s'amuser. Mais à vrai dire, le président travaille. Sincèrement, c'est normal. Parce que à mon humble avis, il n'y a rien de mal. Le Parti socialiste a son propre siège, le PDS de même. Pourquoi pas le parti au pouvoir, l'APR? Si cet argent appartient au chef de l'État, je ne trouve pas d'inconvénient. Par contre, s'il s'agit de l'argent du contribuable, c'est autre chose. Les priorités sont ailleurs. Je n'y vois pas d'intérêt. Tout régime qui s'installe construit son siège. À mon avis, ce n'est que du gaspillage. Ils ont toujours utilisé l'argent du contribuable. Le président lui-même est rémunéré par le contribuable. En siège pour un parti politique, quoi de plus normal au Sénégal? Tous les partis qui ont eu à diriger ce pays en ont eu. Celui quand ils se retrouvent dans l'opposition, l'animation devient problématique. Un sujet signé Fatou Bintou Kanté et Mohamed Dian. La maison du parti, c'est ainsi que les socialistes nomment leur siège. Créé en 1967, ce lieu de rencontre mis en place par Léopold Sédar Senghor permet au parti d'y tenir ses grandes rencontres, réunions et activités importantes. Il faut ramener un parti à l'image d'une famille. Chaque chef de famille aujourd'hui aspire à avoir un toit. Le toit assure la sécurité et le toit réunit la famille. Et c'est pour cette raison que Senghor a donné à ce siège-là, nous aurions pu l'appeler siège du Parti socialiste ou permanence, mais nous l'avons appelé maison du parti. Nous sommes la seule permanence qui s'appelle maison du parti. Parce que la maison rassemble la famille. C'est pour cette raison que c'est l'intérêt d'avoir une maison, c'est de pouvoir y réunir sa famille. Et Senghor a réussi cela. Il n'est plus là. Cette maison a été créée en 1963. Il a fait son chemin jusqu'en 2017. Et aujourd'hui, sa famille s'y retrouve. Ici, se tiennent ici. Nous avons les réunions de nos comités centraux. Nous y tenons nos réunions du bureau politique. Nous y tenons les réunions de nos organisations
affilier et intégrer les réunions du secrétariat exécutif national, qui est un organe qui est né en 2014, qui se tient ici tous les 15 jours, en dehors des autres activités que la maison du parti abrite, telles que la journée du souvenir. Le Parti démocratique sénégalais, lui, a une permanence qui, en période électorale, est transformée en quartier général. Cette permanence, dénommée Omar Lamine Badji, est le lieu de rassemblement de tous les militants, que ce soit des réunions et assemblées générales. Le Parti démocratique sénégalais a un siège depuis sa création à la rue de Dené, la rue de Tchonk, après à Koloban. Et c'est en 2007 que nous avons inauguré la permanence Omar Lamine Badji. On l'appelle une permanence et au moment des campagnes électorales, elle se transforme en QG, c'est-à-dire en quartier général. La permanence, c'est le lieu de rencontre des militants, c'est le cadre de réunion des différentes instances du parti. Alors, donc, vous devinez la pertinence d'avoir une permanence pour un parti politique. Un parti politique, c'est comme une association. Il faut qu'il y ait un lieu de convergence des militants, des sympathisants et au besoin pour tenir les réunions des différentes instances qui composent le parti politique. Mais une fois dans l'opposition, les fréquentations dans ces sièges se font de plus en plus rares. Le taux de fréquentation qui peut baisser d'un moment à l'autre selon l'agenda du parti. Alors, de ce point de vue, oui. Mais nous sommes dans l'opposition, nous sommes plus au pouvoir. Les gens vont vaquer à leurs occupations, mais ça n'empêche qu'à chaque fois qu'il y a réunion, les gens convergent vers le parti. Et cette fois, c'est l'Alliance pour la République, APR, qui compte se doter d'un nouveau siège, comme tous les autres partis qui ont été au pouvoir, dans une immense assiette foncière de 2000 m², ici à Dakar. Les militants et les sympathisants de l'APR doivent être heureux, parce que le siège ne peut plus nous contenir, c'est ça la vérité. On est un parti au pouvoir. C'est normal aussi qu'on évolue dans le bon sens. Voilà. Des fois, on a des demandes de 200 à 300 personnes, ça ne peut plus contenir ici. Même le secrétariat national, vous voyez, ça se fait au palais, parce que c'est aigu ici, c'est petit. Construire un siège, c'est comme pour montrer sa suprématie pour un parti au pouvoir. Mais cet état de fait n'est pas seulement propre au Sénégal. Dans le monde, tous les grands partis disposent de sièges. Dans l'actualité sociale, les populations du village de Gobak et environ étaient dans la rue ce matin pour marquer leur opposition au conseil municipal de la commune de Kerbaka qui a délibéré 100 hectares de terre pour le compte d'un projet d'agrobusiness. Et cela n'est pas du goût des habitants qui ont manifesté sur le site. Les détails dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé. Ils sont pour l'essentiel des paysans éleveurs agriculteurs à descendre dans la rue pour protester contre cette délibération du conseil municipal de Kerbaka sur 100 hectares de leur terre. C'est à l'entrée du village de Gobak, près du site en question, que les manifestants issus de plusieurs villages se sont donné rendez-vous. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour manifester notre désaccord par rapport face à la décision de la municipalité de Kerbaka d'octroyer 100 hectares, je dis bien 100 hectares, au groupe Produits Mail espagnol s'activant dans l'agriculture. Je vais vous dire pourquoi le projet ne nous profite pas. Tous les gens que vous voyez derrière sont des paysans et des pasteurs. Les chefs de village qui n'ont pas été en reste dans ce combat également ont dit toute leur opposition au projet qui, selon eux, ne fera que porter préjudice aux paysans et éleveurs qu'ils sont. De Kerbabou à Doukoumalo en passant par Ker Amat Ngone, c'est plus d'une dizaine de villages qui se sont réunis ici pour marquer leur refus. Nous ne comptons que sur l'élevage et l'agriculture. 600 hectares, on les perd comme ça. Vraiment, c'est la catastrophe. C'est pourquoi nous nous opposons contre ce projet. Et la
Là-dessus, nous interpellons le président de la République. Les femmes, elles aussi, se sont jointes à la manifestation et ont exprimé toutes leurs inquiétudes. C'est nous femmes qui serons les principales victimes. On n'a ni gaz ni charbon. C'est de cette bourse que nous dépendons pour trouver du bois et pouvoir cuisiner. C'est pourquoi nous aussi, nous refusons. Selon ces manifestants, cette étendue de terre, non seulement celle de pâturage, mais également c'est un point de passage pour les animaux et les charrettes. Et pour toutes ces raisons, ils comptent reculer d'un iota pour céder quoi que ce soit. Ibrahim Diamé, la réponse de la mairie, c'est un projet d'intérêt public et rien ne fera reculer. La mairie a dit le premier adjoint au maire de Kerbaka Cheikh. Selon lui, il n'y a que des manipulateurs mal intentionnés qui sont derrière ces manifestants. La direction des eaux et forêts confrontée à d'énormes difficultés pour renseigner les quittances de recettes de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Elle s'est dotée d'une application pour une meilleure collecte des données. Le colonel Mamadou Fall, chef de division aménagement et production forestière à la direction nationale, s'est rendu à Tamba pour sensibiliser et former les agents de terrain sur les techniques d'utilisation de ce logiciel qui entre dans le cadre de la bonne gouvernance de nos ressources forestières au Sénégal. Un reportage signé Moussa Omar Gueye. Pour réduire les contre-performances notées ici et là dans le renseignement des quittances délivrées par les agents des eaux et forêts dans les différents postes de contrôle, une nouvelle application web vient d'être mise à la disposition des secteurs et inspections régionales des eaux et forêts. Comme vous le savez, chaque année, on doit renseigner, disons, donner des informations par rapport aux résultats que nous avons obtenus par rapport à l'exploitation forestière, par rapport à la chasse. Et toutes ces recettes, on doit communiquer ça à l'ANSD. Mais les formats dans lesquels nous recevons sont différenciés. Chaque région envoie un format différent. Et donc, nous mettons énormément de temps pour transmettre l'information à l'ANSD. Et ça, je crois, c'est une contre-performance. Le projet de, faut-il le rappeler, est en train de travailler sur une application qui permettra de veiller sur le mouvement des véhicules de transport des produits forestiers sur l'étendue du territoire. Les abandons scolaires constituent un véritable problème à Kolda à cause des mariages précoces et de la pauvreté de certains ménages. Des filles qui n'achèvent pas leur cursus scolaire à cause de ce fléau sont innombrables dans le Fouladou. Des acteurs de la protection des enfants sont allés à la rencontre des communautés pour parler de ces questions. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Le taux des abandons scolaires ne cesse de croître au Fouladou à cause des mariages d'enfants et de la pauvreté des parents. Dans le cadre de la protection des enfants contre ces fléaux, Enda Jeunesse Action est allé à la rencontre des communautés du Fouladou. D'abord, il y a eu les actions qui sont menées envers les filles et surtout les filles se sont engagées publiquement devant leurs parents à ne plus contracter des grossesses hors mariage. Et ensuite, rappeler aussi que cette charte ne se limite pas seulement à engager les communautés à ne plus marier les filles en deçà de 18 ans, mais il y a aussi l'inscription des enfants à l'état civil. Nous savons que c'est un problème très crucial dans nos zones. Très attachées à leurs coutumes, ces communautés sont aussi imbues des questions religieuses, d'où l'usage par Enda de l'argumentaire religieux pour instaurer un changement de comportement en leur sein. L'imam a vraiment fait le tour avec l'équipe de toutes les zones d'intervention. Ils ont discuté en profondeur sur la question quel est l'avis de l'islam, qu'est-ce que l'islam pense du mariage des enfants. Vous savez, en islam, le mariage est sacré. Il y a un terme très important dans le hadith concernant ces mariages d'enfants-là. C'est le mot Isa Balaga. Isa Balaga, ça veut dire que lorsque l'enfant a atteint la maturité. Maintenant, en islam, il n'y a pas forcément une date pour ça. Mais, parce que vous comprenez très bien que Dieu a choisi de faire maintenant la femme le creuset de l'islam. Donc, il est facilement compréhensible que cet endroit-là soit conservé, qu'il soit assez résistant pour pouvoir contenir un enfant. C'est pourquoi l'islam
n'accepte pas les mariages d'enfants. C'est par une caravane de sensibilisation que les acteurs de la protection des enfants ont eu à sillonner plusieurs villages du département de Kolda. Par endroits, il fallait joindre l'utile à l'agréable pour faire passer des messages. Les cris du cœur des femmes de la société civile dite Diotaï de Bignona, elles ont lancé un appel au ministre de la Santé pour l'affectation d'un médecin chirurgien dans le département. Ces femmes déclarent que des cas de décès surviennent parfois lorsque cela nécessite un accouchement par césarienne. Elles ont lancé le rappel en marge de la célébration des 2 premiers bébés de l'année à Ziguinchor. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Là, nous sommes dans le poste de santé de Tangori. Vous voyez déjà l'étroitesse des salles. Là, dans la salle d'accouchement, il ne peut même pas y avoir 2 lits et le confort n'est pas là. Alors qu'on sait que quand une femme doit accoucher, il doit y avoir le minimum. Les conditions ne sont pas réunies. Et l'accès aussi n'est pas facile, puisque dans la commune de Tangori, il n'y a pas de bonne route. De ce fait, s'il faut évacuer les femmes, nous avons des difficultés, même pour trouver des véhicules qui peuvent évacuer les gens, puisque nous n'avons pas de très bonne route. Nous lançons un appel à l'endroit de M. le ministre de la Santé pour qu'il nous aide, pour qu'on puisse avoir au niveau du département de Bignona un chirurgien, au niveau du district sanitaire de Bignona. Parce qu'on a vu que nous avons des difficultés. À chaque fois qu'une femme est en difficulté d'accoucher, si elle doit subir une césarienne, il faut qu'on l'amène au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Donc nous lançons encore un appel à l'endroit du gouvernement pour qu'il y ait au moins un chirurgien, un médecin chirurgien au niveau du district sanitaire de Bignona. Un regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Oumma au Sénégal voit le jour, un rassemblement avec un seul but, profiter de la privatisation du pèlerinage à la Mecque par l'État pour mieux gérer ce secteur pour le bien-être des pèlerins. Là-dessus, nous écoutons les explications du colonel Moustapha Djong, président. Il en parle au micro de Cheikh Hassan Fall et Pape Sangoune Mbaye. En fait, on veut sortir des sentiers battus. On est en train d'expérimenter une nouvelle expérience. Ce regroupement-là ne sera pas un regroupement de plus. On va faire de ce regroupement un espace de communication, un espace de concertation, un espace où nous pourrons régler tous nos problèmes. Tous les problèmes relatifs au pèlerinage. Parce que nous pensons que nous pouvons diriger le pèlerinage. Si on privatise, je pense que le regroupement pourra faire le maximum pour mériter la confiance qui sera placée au niveau des voyages privés. Actuellement, nous comptons 225 membres. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous comptons 225 membres sur 247. Il n'est pas fermé? Non, le regroupement n'est pas fermé. Le regroupement est ouvert à tout le monde. Reparlons du dossier de l'incendie du pavillon vert de la FIDAK en 2015. Un dossier entre les mains de l'agent judiciaire de l'État, de l'avis du directeur général du CICES, Cheikh Ndiaye, qui demande aux victimes de faire preuve de patience, surtout concernant leur indemnisation. Ces derniers, très inquiets, interpellent l'État du Sénégal. Ils étaient face à la presse ce matin, compte rendu signé Fatima Ba et Tierno Laurent Mendy. Les victimes de l'incendie du pavillon vert de la FIDAK 2015 devront prendre leur mal en patience. Les causes du sinistre toujours méconnues. Certaines des victimes peinent à apporter les justificatifs demandés par le CICES, ce qui retarde l'indemnisation. L'État, précisément l'agence judiciaire de l'État, est en train de travailler avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de célérité sur ce dossier des sinistrés. C'est un dossier extrêmement complexe. Certains ont fourni des justificatifs, d'autres ont fourni quelques justificatifs et il leur manquait une partie, et d'autres n'ont absolument rien fourni. Les victimes, elles, très inquiètes, interpellent le chef de l'État. Nous nous désolons vraiment de ce discours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attendait? Qu'on attendait qu'on nous dise exactement la date
de l'indemnisation de toutes les victimes de cet incendie. Dans un pays normal, dans un pays qui aspire l'émergence, ce n'est pas normal du tout d'attendre 2 ans pour parler de dossiers en cours ou bien de parler d'indemnisation. Pour le DG du CICES, le dossier est en cours. Il demande aux sinistrés de faire preuve de patience. Après le travail de l'expert marchandise, la somme trouvée tournait autour de 500-600 millions. J'ai demandé aux sinistrés de renforcer la patience, d'être plus patients et de savoir qu'ils ne sont ni abandonnés par le CICES, ni abandonnés par l'État. Au nombre de 268, ces commerçants disent vivre une situation difficile depuis 2 ans. Ils ne souhaitent qu'une chose, reprendre leur business. En sport, nous parlons à présent de la situation de l'athlétisme au Sénégal, une situation qui inquiète, des pistes dégradées, des moyens minimes et des performances pratiquement inexistantes. Voilà un petit aperçu des difficultés qui minent ce sport, des problèmes listés et analysés dans ce dossier signé Cheikh Hassan Fall et Pape Sangoné Mbaye. L'athlétisme sénégalais va mal. Et cela est loin d'être nouveau pour cette discipline olympique. Une situation qui inquiète ses amoureux des pistes. Aujourd'hui, l'athlétisme sénégalais bat de l'aile. Donc, puisque aujourd'hui nous n'arrivons plus à avoir des performances, à réaliser des performances au niveau africain, voire international. On ne peut pas se sentir. Si j'allais dire qu'on est bien, c'est parce que je ne dis pas la vérité. On ne peut pas être bien et on est la première discipline olympique. Des soucis et des besoins, les athlètes n'en manquent pas. Des problèmes qui plombent la bonne marche de ce secteur. Imaginez à Dakar, on a une seule piste, c'est le stade Léopold Sédar Senghor. Quand l'équipe nationale senior joue, nos athlètes ne s'entraînent pas. On a la piste du stade Iba Mar Diop qui est dégradée depuis plusieurs années. Parce que, à part la région de Dakar, dites-moi dans quelle autre localité du Sénégal où l'athlétisme est développé. On ne note pas de grandes compétitions organisées à l'intérieur du pays. Et je pense que toutes les ligues que nous comptons, les 14 ligues doivent être, à part celle de Dakar, les autres devraient être redynamisées. Un manque crucial de moyens qui a des répercussions sur la performance des athlètes. Le président sortant, Momar Mbaye, vous savez, il avait mis en place un plan de relance. Au départ, c'était 30 millions. Il a pu porter ce montant à 111 millions. Mais depuis la suppression de ce plan de relance, alors l'athlétisme sénégalais est en chute libre. Et ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, il y a plus de moyens pour pouvoir mener une politique sportive en ce qui concerne l'athlétisme sénégalais. L'athlétisme n'a plus de fer de lance, c'est-à-dire n'a plus de stars comme les derniers qui étaient là. Quand Amin Baké allait au stade ou bien participait à un meeting, ou bien par exemple Omar Loum participait à un meeting, ou bien même Amadou Ndiaye, tu allais voir que les enfants se déplaçaient au stade pour voir. Après avoir vu ces athlètes-là, mais ils veulent dire, moi je veux être comme Amin Baké, moi je veux être comme Amadou Ndiaye, ou bien je veux être comme Diskaba, etc. etc. Mais l'athlétisme ne draine plus de fer de lance. Mais ces spécialistes restent positifs quant à l'avenir de cette discipline. Ce qu'il faut faire, c'est de relancer l'athlétisme dans un premier temps. C'est la relance qui s'impose, avec tous les moyens nécessaires. Donc nous, ce qu'on attend, c'est que les problèmes qu'on avait rencontrés dans le temps, que ce nouveau bureau puisse les régler pour les entraîneurs et pour les athlètes. Comme j'ai dit tout le temps, le dernier maillon de la chaîne, c'est l'athlète. Donc il faut regarder quels sont les besoins de l'athlète pour pouvoir aller de l'avant. C'est juste ça. Ce jeudi 4 janvier, la Fédération sénégalaise d'athlétisme aura un nouveau président, un dirigeant qui aura fort à faire pour unifier la famille de l'athlétisme et redonner à la discipline son lustre d'antan. Cheikh Hassan Fall, merci.